Il est bientôt 16h, merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité. Cette visite surprise de Valérie Pécresse à Pantin en Seine-Saint-Denis ce matin. Après le déplacement de 128 toxicomanes, elle s'est entretenue pendant plus d'une heure et demie avec des riverains en colère. Les a-t-elle convaincus? Réponse de l'un d'entre eux dans ce journal. Un congrès limité aux adhérents plutôt qu'une primaire ouverte. Les militants, les républicains ont choisi le mode de désignation de leurs candidats ou candidates pour la présidentielle. Invité de BFM TV à la mi-journée, le patron des Républicains, Christian Jacob, a annoncé le 4 décembre comme date de ce congrès. Le deuil et l'émotion après la mort du caporal-chef Maxime Blasco, tué au combat au Mali. Son père, effondré, lui a rendu hommage ce matin auprès d'Antoine Forestier et Philippine David. Et 60 millions d'Allemands votent aujourd'hui aux législatives et pour désigner le successeur d'Angela Merkel après 16 ans de pouvoir. Un scrutin très incertain, même si le vote du candidat de la CDU, Armin Laschet, lui, ne fait plus secret. Il a placé son bulletin de vote face visible dans l'urne et devant les caméras. Nous retrouverons Dominique Marie à Berlin dans ce journal. On commence donc avec cette visite surprise de Valérie Pécresse ce matin à Pantin en Seine-Saint-Denis après le déplacement de 128 toxicomanes vers la porte de la Villette à Paris. Le mur construit ne résoudra pas le problème, a annoncé la présidente de la région Île-de-France, candidate à la présidentielle, qui a longuement discuté avec les riverains. Camilla Giudice, Hugo Dorsemen et Célia Jusfredi. C'est à proximité du jardin où sont installés depuis 2 jours la centaine de toxicomanes que Valérie Pécresse est venue discuter avec les habitants de Pantin. Il faut faire un centre, il faut être humain, il faut... C'est ce que j'ai proposé à l'État. Et pas déplacer le problème. Et ben c'est pour ça que je suis là. C'est de dire que ça ne sert à rien de le déplacer. Pendant plus d'1 heure, la présidente de la région Île-de-France est interpellée par les riverains. Objectif affiché de sa visite, recueillir leurs témoignages. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se protège? Comment on protège nos enfants? Moi, si je suis venue, c'est pour vous donner la parole devant ces micros et devant ces caméras. Pour les habitants du quartier, la décision d'installer des consommateurs de crack près de chez eux est incompréhensible. En fait, nous, on est un quartier qui concentre absolument toutes les fragilités possibles. On a déjà du deal, dont on ne sait pas quoi faire, parce qu'en fait, on est entouré de gens qui vendent des cigarettes, des cachetons, etc. On a les marchands de sommeil. On a déjà de la prostitution dans les immeubles. On vit dans des immeubles qui sont absolument pourris. On est déjà dans une situation de poche, de problème, et c'est à nous à qui on va ajouter le problème du crack. De la colère et de l'inquiétude partagées, certains riverains envisagent même de partir du quartier. Personnellement, je compte déménager, je le dis direct, je ne peux pas rester là. S'il reste là, je m'en vais. J'ai un enfant, et même pour ma sécurité à moi, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et moi, je travaille dans ce quartier. Je suis infirmière libérale dans ce quartier. Il y a très peu d'infirmières qui viennent ici. Très peu. On les compte vraiment, je crois qu'on est 3-4. Mais avec ce qui se passe là, je pense qu'on arrêtera les soins aux 4 chemins. 12 000 personnes habitent dans le quartier des 4 chemins, près du jardin où ont été regroupés les toxicomanes. Un déplacement, les riverains ont-ils été convaincus par Valérie Pécresse aujourd'hui dans ce déplacement? Mohamed Bader, membre du collectif 93 anti-crack, a pu échanger ce matin avec la candidate à la présidentielle. Écoutez ce qu'il en a pensé. Alors on était les premiers à être là-bas au pied du mur, ce qu'on appelle le mur de la honte malheureusement. Et on a interpellé Madame Pécresse. C'est bien beau que Madame Pécresse se déplace dans nos territoires pour voir le mépris que nous impose M. Darmanin et le préfet de Paris. On a interpellé sur l'insécurité et les crackers qui ont été déplacés d'un territoire à un autre, ça veut dire de Paris à Paris, mais quand même au pied de nos cités. Est-ce qu'elle vous a convaincu, Valérie Pécresse, dans ses réponses? Écoutez, on a demandé à Mme Pécresse de nous se voir, d'organiser quand même une réunion ou bien une conférence sur la sécurité, sur les stupéfiants et surtout sur le crack. On a interpellé Mme Pécresse et on attend le retour. D'accord, elle ne vous a pas répondu directement sur place que c'était bon, qu'elle acceptait de vous rencontrer? Non, elle ne nous a pas répondu directement. Non, elle ne nous a pas répondu directement. Elle a dit qu'elle va voir. Peut-être l'agenda, il y a un agenda quand même à suivre. Mais quand même, on a interpellé l'adjointe à la sécurité d'Aubervilliers et de Pantin. On a parlé avec l'adjointe, Madame Nenzi, pour commencer à travailler sur le problème du crack qui arrive dans nos cités. Mohamed Bader, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y aura une suite et que vous serez entendu
qu'il y aura une évolution de la situation, ou est-ce que finalement vous pensez que c'est un déplacement politique parmi d'autres ? Je ne sais pas si c'est vraiment un déplacement politique, mais franchement, j'espère que c'est pas un déplacement pour rien. J'espère que Mme Pécresse va dans son agenda inscrire cette discrimination sociale et territoriale de nos villes, de nos villes Pantin-Aubervilliers. Voilà, j'espère que dans les prochains jours, on sera invité à parler. Selon vous, on suppose que vous avez déjà réfléchi, en tout cas échangé avec d'autres riverains. Est-ce qu'il y a une solution à peut-être soumettre à Valérie Pécresse ou à d'autres politiciens pour vous sortir de cette situation dans laquelle vous vous trouvez ? Oui, on a commencé déjà à faire les réunions. C'était hier la première réunion. Et d'autres réunions de riverains et d'habitants des deux villes vont se réunir régulièrement pour parler d'essayer surtout de trouver des solutions à ce qui se passe en réalité. On est en train de subir ce séparatisme d'État, ce séparatisme de M. Darmanin. On est en train de subir le séparatisme du préfet de police qui n'a jamais voulu nous recevoir, étant donné que je faisais partie avant du collectif Paris Anti-Crack, et là maintenant qui arrive dans nos territoires, ça va s'empirer. Vous savez que l'insécurité demeure la nuit. Moi j'ai ma femme qui travaille juste à côté, elle peut plus traverser le parc pour aller chez moi à Aubervilliers. Un déplacement de Valérie Pécresse, donc tout sauf anodin, alors que les militants LR ont indiqué hier qu'ils préféraient un congrès à une primaire pour désigner leur candidat. Seuls les adhérents LR pourront ainsi choisir. Ce sera le 4 décembre prochain. Et le président du parti Les Républicains était l'invité de BFM Politique, Christian Jacob, qui a analysé cette décision des militants. J'avais toujours dit depuis le début que ma légitimité, je la tiens des militants. C'est aux militants qu'il revenait de décider du mode de désignation. D'ailleurs, c'est aussi statutaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas modifier les statuts sans passer par un congrès. Donc cette décision est prise, elle est bien prise. Dans un débat démocratique, il y a eu, avec un résultat 60-40 qui est sans ambiguïté. J'ai cru comprendre que tous nos candidats se ralliaient à cela, et donc ça permettra que le 4 décembre, ce qui correspond d'ailleurs au calendrier traditionnel pour la droite, que notre candidat soit désigné. Anne Sora-Dubois du service politique de BFM TV est avec nous. Anne, on a vu donc que le déplacement de Valérie Pécresse n'était pas anodin au lendemain de ce vote qui privilégie donc un congrès. Comment est-ce que vous analysez ce choix des militants LR ? Alors, les militants ont visiblement décidé de se concentrer sur eux-mêmes et de ne pas étendre leur base de collège électoral. Effectivement, ils auraient pu convoquer les UDI, les centristes, mais clairement, c'est plutôt le socle des idées de droite qui l'emporte. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas seulement une question de largeur du corps électoral, c'est aussi une question de priorité. Christian Jacob a procédé ces dernières semaines à plusieurs sondages pour demander aux militants LR quelles étaient leurs priorités. Et visiblement, c'est le corps électoral des militants LR. Donc vraiment le corps, la substantifique moelle de la droite qui l'a emporté avec évidemment les priorités qui sont les siennes. Et il faut comprendre aussi dans le déplacement qu'a fait Valérie Pécresse ce matin qu'elle a tiré, elle, les enseignements directement de la décision qui a été prise et annoncée hier soir. Parce que effectivement, encore une fois, collège de militants LR égale idée des militants LR, en tout cas priorité des militants LR, parmi lesquels évidemment, si c'est pas dans le trio de tête, c'est le premier, la sécurité, bien sûr. Et donc, ce déplacement n'est pas anodin. Ça veut dire aussi que pour certains candidats qui jusque-là avaient plutôt des programmes qui essayaient de séduire aussi un électorat plutôt centriste, il va falloir peut-être déplacer le curseur, c'est-à-dire se redéplacer du côté des priorités des militants LR. Comment il faut le comprendre ? Il faut aussi le comprendre d'une autre façon, c'est-à-dire que la 2017 a tellement fracturé la droite, a été tellement douloureuse pour la famille des Républicains, que décidément, peut-être que les militants LR par prudence se sont dit on va se recentrer sur le cœur de notre électorat, on ne va pas faire des accords d'appareil avec d'autres formations politiques, on se recentre sur ce qui est vraiment notre cœur de métier entre guillemets et notre cœur de logiciel politique, et on mènera notre champion comme ça. Le seul problème que ça pose pour ces candidats, c'est qu'à l'issue du congrès des LR, il faudra quand même rassembler une partie de la droite plus importante. En fait, ça ne fait que décaler le problème dans le temps. Il arrivera un moment ou un autre où il faudra aussi que ces candidats séduisent plus largement aussi les centristes et peut-être même aussi une partie de la droite, puisqu'il y en a certains qui sont allés voir aujourd'hui le mouvement du conservatisme, mouvement conservateur. Ça, pour le coup, c'est la droite des militants LR. Justement, la transition est tout trouvée à droite de la droite. Lui était chez nos confrères d'Europe 1 ce matin. Éric Zemmour, toujours pas d'annonce de candidature pour le polémiste, mais il semble s'en rapprocher encore un peu plus.
j'ai vu qu'effectivement, il y a un enthousiasme pour ma candidature. Ça aurait pu ne pas avoir lieu. Et là, je réponds en partie à la question de Mathieu Bock-Côté, c'est-à-dire que s'il y a un enthousiasme pour ma candidature, qui se voit à travers les ventes de mes livres, à travers les gens qui se précipitent dans mes conférences, à travers les sondages, c'est que le peuple français ne veut pas mourir. Je vous dis simplement, je choisirai mon moment. C'est pas de la langue de bois. Je dis, voilà. Est-ce que vous pouvez ne pas y aller? Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que je peux ne pas y aller? Oui, je peux toujours ne pas y aller. Et décevoir tous ceux à qui vous le dites, c'est maintenant ou jamais. Si je n'y allais pas, je décevrais à IS beaucoup de gens. Ça, c'est sûr. Bon. Et vous avez raison, ça sera pris comme une désertion, une trahison, etc. Un Éric Zemmour critiqué directement par François Bayrou lors de la rentrée du MoDem à Guidel dans le Morbihan. Le président du Parti centriste qui relance l'idée d'un grand mouvement politique central s'est dit choqué par les propos du polémiste. Écoutez. Je suis sûr, comme beaucoup d'entre vous, très choqué de ce qu'on entend comme... Ce n'est pas des idées, c'est des obsessions qui sont ces temps-ci portées dans le débat politique français. Notamment l'obsession sur l'identité et sur les prénoms. Ça a l'air de rien, ça a l'air d'un gag. Ce n'est pas un gag. Quelque chose de profond. Il y a quelqu'un qui a fait ça au XXe siècle. C'est le maréchal Mobutu. Mobutu, dans le pays qu'il avait nommé à l'époque le Zaïre, Mobutu, il a pris une loi pour interdire les prénoms qui n'étaient pas des prénoms africains. Alors, on parlait d'Éric Zemmour, donc, qui a été critiqué par François Bayrou. Image en direct, regardez, de l'arrivée du polémiste du côté d'Asnières-sur-Seine, où a lieu cet après-midi la journée du conservatisme. Un petit mot, Anne-Sora Dubois, par rapport à cette journée à laquelle donc, participent plusieurs personnalités et candidats à la présidentielle chez les Républicains, notamment Philippe Juvin ou Éric Ciotti. Finalement, Valérie Pécresse, elle a choisi de ne pas faire d'intervention vidéo, et donc Éric Zemmour, lui, est de la partie. Oui, alors c'est assez intéressant, effectivement, cette journée du conservatisme, parce qu'on est un peu... On analysait il y a quelques instants la largeur de l'échiquier de la droite et de son corps électoral. Et effectivement, là, on est un peu à la frontière entre, effectivement, les candidats au Congrès LR et Éric Zemmour, parce qu'on est à la droite de ce qui est toujours quand même une forme d'électorat qui peut se rapprocher des Républicains. D'ailleurs, parmi ces militants qui sont là aujourd'hui, il y en a beaucoup qui regrettent que ce soit l'option du Congrès qui l'a emporté hier soir, parce qu'ils auraient bien voulu voter, eux, pour le candidat de la droite. Mais donc, effectivement, on est pile à cette frontière. Et c'est d'ailleurs, et on voit bien quelles sont les lignes de fracture, parce qu'il y a un certain nombre de candidats LR déjà déclarés qui étaient invités à cet événement cet après-midi et qui finalement ne sont pas venus. Par exemple, Valérie Pécresse, elle avait promis d'envoyer une vidéo. Finalement, elle n'a pas envoyé de vidéo. Michel Barnier, officiellement, il avait un agenda trop chargé. Éric Ciotti est bien là. Philippe Juvin est bien là. Mais est-ce que c'est un certain nombre des positions de ce parti conservateur? Il faut quand même se dire que c'est l'ancien sens commun. Donc c'est vraiment des positions qui sont très marquées, très à droite, hein, anti-avortement, anti-mariage pour tous, pour le retour du droit du sol. Est-ce que c'est donc une partie de ce logiciel qui est quand même très marqué, un peu polémique, ou la présence d'Éric Zemmour? En tout cas, il y a un certain nombre de ces candidats qui ont finalement se sont dit, est-ce que c'est vraiment stratégique d'y aller cet après-midi, et qui donc finalement n'y sont pas. Donc ça veut dire qu'on est à la frontière de ce logiciel politique entre la droite et la droite de la droite, mais que c'est tout sauf évident pour certains de ces candidats au Congrès des Républicains, puisque certains donc ne sont pas venus cet après-midi. En tout cas, on voit quand même cet après-midi l'engouement toujours que suscite Éric Zemmour. Il a été applaudi à son arrivée. Absolument, applaudi à son arrivée et qui a été invité. D'ailleurs, c'est lui qui a le temps de parole le plus long cet après-midi, sachez-le, puisque les autres candidats, ils ont entre 10 et 15 minutes et lui, il va prendre la parole pour 30 minutes d'intervention devant ces militants du Parti conservateur. Alors qu'il n'est même pas déclaré candidat. Merci Anne-Sora Dubois. Une toute autre actualité à présent. C'est un hommage national aura lieu la semaine prochaine pour Maxime Blasco, ce caporal-chef de 34 ans, tué au combat au Mali vendredi. Et ce dimanche, son papa, très touché et peiné, a tenu à rendre hommage à son fils auprès d'Antoine Forestier et de Philippine David. C'est un père extrêmement ému avec qui nous avons échangé ce matin avec Philippine David. Jean-Marc Blasco ne souhaitait pas s'exprimer face caméra, mais il nous a parlé longuement de son fils, un militaire qui ne souhaitait pas qu'on le qualifie de héros, notamment après ce qu'il s'est passé au Mali en 2019, lorsqu'il a sauvé la vie de 2 de ses collègues pilotes d'hélicoptère. À son retour en France, son père lui avait dit « Mon fils, tu es un héros ». Il lui avait alors répondu « Si c'est que pour toi, ça me va ». Selon son père, Maxime n'aurait pas voulu d'un hommage national, mais plutôt d'une cérémonie dans l'intimité familiale. Je vais aller à
Paris, mais je ne vous cache pas que j'y vais à reculons, nous a-t-il dit ce matin. Son père qu'il ne souhaitait pas que son fils s'engage dans l'armée, et notamment après ce qu'il s'est passé en 2019, il a tenté de le dissuader. Son fils lui avait alors répondu « Ma mission là-bas n'est pas terminée ». Le corps de Maxime Blasco devrait être rapatrié demain. Selon son père, la cérémonie nationale, elle aurait lieu aux Invalides ce mercredi. Une autre cérémonie aura lieu à Vars, ici, et ce sera en fin de semaine prochaine. Dans l'actualité également de ce dimanche, une marche blanche a eu lieu à Marseille en hommage à Ryan, cet adolescent de 14 ans tué par balle le 18 août dernier dans le 14e arrondissement de la cité phocéenne. C'est la plus jeune victime de cette guerre de la drogue qui endeuille Marseille. Une enquête est en cours pour assassinat en bande organisée. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, le 26 septembre 2019, vers 2h du matin. Un incendie se déclare à l'usine Lubrizol de Rouen, provoquant un immense panache noir au-dessus de l'agglomération. Vous revoyez ces images, bien sûr, qui avaient marqué les esprits à l'époque. L'instruction se poursuit et plusieurs mises en examen ont été annoncées. 2 ans plus tard, certaines associations manifestent donc ce dimanche. Elles craignent d'éventuelles répercussions sur la santé des personnes exposées. Les précisions à Rouen de Mathias Arez. Ils étaient quelques centaines ce dimanche matin à battre le pavé dans les rues de Rouen, 2 ans jour pour jour après l'incendie qui a frappé le site classé Céveso de Lubrizol. Un appel à la mobilisation qui a été lancé par plusieurs collectifs, plusieurs associations de sinistrés et de victimes de cet incident majeur dans la région. Alors si ici tout le monde évidemment se souvient de cette nuée noire qui est montée jusqu'à 22 km dans le ciel, leur objectif reste de ne pas tomber dans l'oubli, de ne pas faire oublier leur combat face au pouvoir public et face aussi à cet industriel américain, un combat qui patine un peu parfois. Je vous propose d'écouter Christophe Aulville, c'est le secrétaire de l'Union des victimes de Lubrizol. Les risques sont toujours là, on n'a pas pris forcément les bonnes leçons de l'histoire de Lubrizol. Nos associations veulent toujours en plus la justice face à l'industriel. Il était important d'être là aujourd'hui. Pour ce qui est du volet santé publique, difficile encore d'avoir des résultats très concrets de cet incident. Je peux peut-être simplement vous parler de cette étude publiée en juillet et qui faisait état de pics de pollution très importants jusqu'à 40 km d'ici et qui allait même parfois jusqu'au double du seuil d'alerte sur certains indicateurs. Pour le volet judiciaire, le géant américain Lubrizol a été plusieurs fois mis en examen mais n'a pour le moment toujours pas été jugé. L'actualité à l'étranger, c'est 60 millions d'Allemands qui sont appelés à voter ce dimanche pour des législatives historiques. Ils vont choisir le successeur d'Angela Merkel qui s'en va après 16 ans de pouvoir. Dominique Marie, on vous retrouve à Berlin. C'est un scrutin très incertain. Oui, des incertitudes parce qu'effectivement les derniers sondages donnent, c'est vrai, 3 points d'avance aux sociodémocrates, c'est le parti de gauche, le SPD, 3 points d'avance par rapport à la CDU, ça c'est le parti d'Angela Merkel, mais on est vraiment dans la marge d'erreur. Incertitude aussi parce que 40% des Allemands disaient encore il y a quelques jours qu'ils n'avaient pas vraiment choisi le candidat vers lequel ils allaient tourner, ni le parti. Incertitude encore parce que même à l'issue de ce scrutin, quand on aura les résultats tard ce soir, quand on connaîtra un peu mieux les rapports de force, on ne pourra pas dire encore qui remplacera Angela Merkel. C'est vrai qu'en Allemagne, le mode de scrutin est organisé de telle façon que voilà, il n'y a pas un parti qui peut gouverner et s'imposer par rapport aux autres. Les groupes politiques doivent former une coalition et ça ne se fait pas tout seul. Il faut des semaines de discussion, des mois parfois. Autant dire qu'Angela Merkel n'est donc pas prête vraiment de quitter la chancellerie. Il est fort probable qu'elle doive encore expédier les affaires courantes durant de longues semaines, voire de longs mois, je vous le disais, avant de pouvoir partir en vacances. Dominique, il s'est passé quelque chose pour le candidat d'Angela Merkel, Armin Laschet, qui a commis une grosse bourde en votant aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il n'a pas dissimulé son bulletin au moment de le glisser dans l'urne. En fait, ce bulletin était mal plié. C'est vrai qu'il faut comprendre qu'ici en Allemagne, il n'y a pas d'enveloppe en fait comme en France. Il suffit juste de plier son bulletin de la bonne manière. Il n'y a pas qu'un seul bulletin. D'ailleurs, il y en a plusieurs avec les élections locales. Et ces bulletins, d'ailleurs, on les a vus tout à l'heure, sont assez larges. Donc on peut se tromper. Mais a priori, la commission électorale l'a déclaré tout à l'heure. Elle ne devrait pas lui en tenir rigueur. Le vote ne sera pas annulé. On se doutait bien en fait que le président de la CDU allait voter pour la CDU. Pas de quoi donc influencer les électeurs. Mais cela fait quand même une nouvelle gaffe pour Armin Laschet. On se souvient de lui qui avait été surpris complètement hilar lors d'un hommage aux victimes des inondations. Il avait perdu alors quelques points dans les sondages. Les Allemands qui hésitaient entre plusieurs candidats aujourd'hui vont-ils lui en tenir rigueur? Début de réponse aux environs de 19h. Merci Dominique Marie en direct de Berlin. Avec David Coulomb pour BFM TV. On en vient à présent aux suites de l'éruption volcanique aux Canaries. Le cône principal du volcan Cumbre Vieja s'est partiellement effondré, provoquant
une nouvelle coulée de lave. Regardez ces images en direct de la lave, plus fluide, plus rapide également. Et les habitants de La Palma, eux, sont très inquiets. Jordan Ray. Les fumées du volcan s'élèvent sans discontinuer depuis une semaine. L'éruption s'intensifie même au point d'entrer dans une phase dite explosive. La lave, à plus de 1000 degrés, jaillit et se déverse toujours en direction de la mer, recouvrant des quartiers résidentiels. Sur ces images aériennes, on se rend compte de l'étendue des dégâts. La lave recouvre près de 200 hectares, 461 bâtiments ont ainsi été détruits, 6200 habitants ont dû quitter leur logement. Pour les autres, l'inquiétude reste forte, notamment à cause des cendres volcaniques qui recouvrent les rues de La Palma. Je suis très inquiet de la situation, car les cendres recouvrent le quartier. Cela a été un désastre pour toutes les plantes, les animaux et tous les bâtiments. Les équipes de secours surveillent de près l'avancée de la lave et l'étendue des dégâts. Plusieurs centaines de touristes ont été évacués. De longues files d'attente se sont formées au port pour tenter de partir en ferry vers les îles voisines. Nous ne pouvons pas prendre l'avion. Nous prenons le ferry pour Los Cristianos et de là nous irons à l'aéroport et prendrons l'avion pour Barcelone. L'aéroport a finalement pu rouvrir ce dimanche. Les pistes ont été nettoyées de l'épaisse couche de cendres volcaniques. Les autorités restent préoccupées par la possible émission de gaz toxiques lorsque la lave atteindra l'océan. Un rendez-vous sur BFM TV demain à 20h50. Ligne rouge diffuse l'ère des méga-feux, extrait ce dimanche. Le Dixie Fire, c'est le second plus grand incendie de l'histoire en Californie. En moins de 2 heures, il a anéanti la ville entière de Greenville. Le Dixie Fire a atteint Greenville le 4 août dernier. Les pompiers n'ont rien pu faire. En à peine 2 heures, la tornade de feu a presque totalement anéanti la ville. Heureusement sans faire de victimes. Oh gosh. Mon Dieu, c'est terrible. Jerry et Sherry Whipple sont nés et ont toujours vécu à Greenville. Ils ont encore du mal à réaliser qu'ici s'élevait leur maison. Ça, c'était le garage. Ou plutôt ce qu'il en reste. Attention, il y a des clous. Ouais, on va pas s'approcher. Jerry surveillait l'approche du feu sur une de ses chaises. Ils ont pu fuir juste avant l'arrivée des flammes. Un pompier a pris une vidéo où l'on aperçoit leur maison en feu. Seule la cheminée est encore debout. Tout le centre-ville part en fumée. À suivre sur BFM TV, dans le journal de 16h30, nous reviendrons sur la visite surprise de Valérie Pécresse aux côtés de riverains à Pantin. Des riverains en colère après le déplacement de près de 130 toxicomanes près de chez eux. Du lundi au vendredi, retrouvez tous les matchs, tous les sports, toutes les images, tous les résultats. L'actu sport du lundi au vendredi sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. Giorgio Armani s'engage pour un avenir plus durable avec My Way. Un parfum qui intègre des ingrédients issus de filières plus responsables et soutient des programmes de préservation des forêts. Grâce à son flacon rechargeable, My Way réduit son empreinte carbone et son impact sur l'environnement. My Way, un parfum pour le futur. Giorgio Armani. Vous sentez ce souffle nouveau? L'émotion d'une aventure qui commence. Retrouvez le plaisir de conduire avec confiance et profitez des dernières technologies. Le crossover ultime est de retour pour prendre la route avec vous. Nouveau Nissan Qashqai, maintenant électrifié avec motorisation mild hybride. Découvrez le nouveau Nissan Qashqai équipé à partir de 299 € par mois. Rendez-vous chez votre concessionnaire pour l'essayer. Signa présente la nouvelle génération d'aide auditive. Une technologie
innovante pour améliorer votre qualité de vie. L'audition, c'est Signia. Dispositif médical. Sur Abritel, trouvez la maison de vacances dans laquelle vous allez adorer vous perdre. Avec un jardin assez grand pour y accueillir toute la famille. Il y a tant à découvrir. Réservez dès aujourd'hui la location de vacances où vous retrouvez sur Abritel. Avec l'arrivée du Covid et des distanciations sociales, ça a tout changé. Du jour au lendemain, on a décidé d'arrêter les visites en physique. L'équipe s'est vite adaptée et la solution, on l'a trouvée. Donc là, on est parti sur le virtuel. Tu as passé en direct, c'est bon pour toi? On est super content de refaire découvrir les coulisses d'Amazon. Pivote comme ça? C'est du direct, il peut y avoir des petits couacs. C'est pas vrai. On essaye toujours d'innover un petit peu et de proposer des nouvelles choses. Il y a encore plein de choses à améliorer, mais venez voir nos coulisses et également l'ambiance. Le nouveau hydroconfort de Wilkinson rase confortablement jusqu'à 7 jours de barbe. Le peigne unique soulève et guide les poils pour moins de pincements et de tiraillements. Puis rincer et recommencer dans 3 jours, 5 jours, 7 jours. C'est vous qui décidez. Wilkinson's World. Du sol au plafond, c'est avec le bon équipement que l'on réalise de grands projets. Alors réalisez-les en toute sécurité avec Wurtmodif, le spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Ensemble, créons votre succès. Professionnel ou particulier, retrouvez toute notre gamme et commandez dès maintenant sur modif.fr. Même si cette rentrée n'est pas tout à fait celle qu'on attendait, on fera tout pour que les jeunes révèlent ce qu'il y a de formidable en eux. Alors au Crédit Agricole, avec Useful, on leur donne les moyens de mener à bien leurs études et de trouver leur premier emploi. Pourquoi attendre demain un monde plus responsable quand on peut agir dès aujourd'hui? En 2 ans, 38 000 voitures assurées Maïf ont été réparées avec des pièces recyclées. Choisir Maïf, c'est choisir une assurance auto plus responsable. Maïf, assureur militant. Voici des héros méconnus. Les experts informatiques qui transforment tout, de la salle de classe à la chambre d'hôpital, avec nos solutions du poste client au data center. Lenovo, une technologie plus intelligente au service de tous. Le dernier aspirateur Dyson V15 Detect est le seul équipé d'un laser qui révèle les poussières invisibles. Les filaments en fibre de carbone capturent les particules microscopiques. L'aspiration s'adapte intelligemment au niveau de poussière grâce à un capteur qui analyse chaque particule et optimise l'autonomie de la batterie. Son moteur hyperdymium génère une puissance d'aspiration de 240 RW pour le nettoyage en profondeur le plus puissant. Achetez directement auprès de ceux qui l'ont fait. Enregistrez votre produit sur Dyson.fr. Hold on to me. Your first name is free. Last name is dumb. Man's white flower. It's in every living thing. Mind, use your power. I'm made of the same things. À chaque vaccination, c'est la vie qui reprend. Faisons-nous tous vacciner, maintenant. Tous vaccinés, tous protégés. Votre météo avec Novotel. Prenez le temps de vous évader et profitez pleinement de nos hôtels. Retour au calme sur le sud-est progressivement après les intempéries de la nuit et de la matinée. Alors tout cela se décale vers l'extrême sud-est. On le voit ici sur cette animation satellite. Ça reste quand même bien encombré. On a par ailleurs encore quelques précipitations, mais plutôt sous forme d'averses. Localement, encore quelques coups de tonnerre possibles. On le voit sur cette carte d'animation de radar cette fois-ci. Partout ailleurs, c'est plutôt calme. Alors on a quand même quelques averses qui circulent sur les régions du nord-ouest. Demain matin, ce sera calme aussi, mais on a quand même l'arrivée d'une dégradation par la Bretagne qui va apporter en matinée donc des Pays de la Loire en remontant sur le Cotentin, la Normandie, un ciel chargé des précipitations. Le retour de belles éclaircies après le passage de cette dégradation sur la Bretagne et puis partout ailleurs.
beaucoup de nuages bas, de plaques de grisaille, de brouillard, un ciel qui sera quand même bien voilé, un voile un petit peu moins dense sur le quart sud-ouest. Dans le courant de l'après-midi, la dégradation va avancer. On va retrouver donc toujours des nuages et des précipitations qui resteront faibles. Ce sera assez nuageux également du sud-ouest jusque sur le massif central en montant sur la région centre. À l'arrière, les éclaircies qui gagnent du terrain, puis à l'avant, on a toujours ce voile de nuages. On va découvrir les températures pour votre matinée de demain. Au lever du jour, des valeurs qui seront en baisse le plus souvent. Elles s'échelonneront de 10 à 19 degrés. Il fera encore 15 degrés à Paris, 19 à Nice. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les valeurs baissent au nord. Plus que 20 degrés à Paris. Là, la baisse sera assez sensible, mais encore 30 degrés du côté de Perpignan. C'était votre météo avec Novotel. Réservez votre séjour en toute sérénité et évadez-vous dans nos hôtels. Bientôt à 16h30 à l'une de votre non-stop de cet après-midi. Visite surprise de Valérie Pécresse. C'était ce matin à Pantin, en Seine-Saint-Denis. 2 jours après le déplacement de près de 130 toxicomanes aux portes de la ville, la candidate à la présidentielle a échangé avec des habitants en colère. Pour elle, la construction d'un mur ne résoudra pas le problème. Elle appelle à ouvrir des structures d'accueil dédiées. Valérie Pécresse qui a bien noté la date, ce sera le 4 décembre, un congrès des Républicains durant lequel les militants pourront désigner leur candidat pour 2022. Il n'y aura donc pas de primaire ouverte. Christian Jacob pense que Xavier Bertrand participera bien à ce congrès. Politique toujours avec cette journée du conservatisme aujourd'hui à Asnières, en région parisienne. Plusieurs candidats de la droite y sont invités, mais ce sera sans Valérie Pécresse ni Michel Barnier. Quant aux autres, ils ont croisé un certain Éric Zemmour. Il est actuellement à la tribune pour parler 30 minutes contre 10 pour les candidats de la droite. Et puis l'actualité liée au Covid, un département sur 2 est sous le seuil d'alerte. C'est une première depuis 2 mois. Et à l'étranger, en revanche, à certains endroits, le nombre de cas remonte malgré la vaccination. C'est le cas, par exemple, à Singapour. On en parlera dans un instant avec Kelly Lafin. Mais tout d'abord, cette visite surprise ce matin de Valérie Pécresse. Elle était à Pantin, en Seine-Saint-Denis, où les habitants ne décolèrent pas après le déplacement à 2 pas de chez eux, vendredi, de 128 consommateurs de crack. Oui, la présidente de la région Île-de-France et candidate à la présidentielle a échangé avec de nombreux riverains. Elle a été interpellée sur des solutions concrètes à apporter à cette situation. Écoutez. La misère déjà ici à Pantin, vous nous ramenez ça ici. En tant que normal, on s'en sort pas. Plus ça, ça va finir mal. Le problème, vous les mettez par là, vous auriez dû les mettre ailleurs. Je sais pas moi, en province, où il y a des centres pour les faire soigner, au lieu de les mettre ici. Moi, je suis pour qu'on fasse un centre. Hein. J'ai proposé qu'on aide et qu'on finance. Oui, un petit peu le quartier. Hein, et en plus, quand on voit les élus, c'est quand il y a des problèmes. Pantin, on n'en parle que quand il y a des faits divers. Moi, je suis allé plusieurs fois. Hein. Oui, non mais la preuve, quand on voit les médias, tout ça, c'est quand il y a des faits divers. Le problème est là. Et la solution, c'est quoi? C'est de remettre de l'ordre. C'est de remettre de l'ordre et que les toxicomanes soient soignés, pas déplacés. Anne-Sora Dubois du service politique BFM TV, ce déplacement surprise entre guillemets de Valérie Pécresse, c'est plutôt un coup réussi dans le cadre de cette campagne présidentielle? Oui, évidemment, c'est un coup réussi d'abord parce qu'elle s'inscrit dans un fait d'actualité très chaud. On en a énormément parlé ces derniers jours de cette situation, non seulement des habitants de Pantin, mais aussi de ces 2 murs qui ont été construits pour tenter de déplacer ces toxicomanes. Donc déjà, ça, c'est vraiment l'illustration, s'il en était besoin, mais ça ne vous surprend pas, qu'on est bien rentré dans la campagne présidentielle et que donc chacun des candidats s'illustre en rentrant dans des faits d'actualité très chauds. On n'est déjà plus dans la proposition des programmes, on est déjà dans les coups médiatiques et dans les illustrations comme celles qu'on a pu voir ce matin. En plus, c'était un déplacement surprise. Elle a prévenu ni la préfecture de police ni les élus. Donc c'est elle qui a capté la totalité de la lumière. Il y a un autre fait qui relève un peu plus du hasard, mais qui l'a aussi bien servi ce matin, c'est que tous ces échanges ont été plutôt courtois avec les habitants. Elle a réussi à arriver avec une proposition forte, un vrai centre de lutte contre les addictions qui était plutôt bien reçu de la part des habitants. La limite, évidemment, de l'exercice, c'est que pour l'instant, on est dans la communication et dans la proposition pure. On n'est pas dans la réalisation de ce qu'elle a proposé à ses habitants. Mais ça a plutôt bien fonctionné. Donc, à l'issue, ça donne une séquence médiatique et de communication plutôt réussie pour Valérie Pécresse. Anne, le timing et le choix du thème de la sécurité dans ce déplacement non plus ne sont pas anodins, puisqu'hier, les adhérents LR ont envoyé un message très clair en votant donc pour un congrès fermé réservé
à eux seuls. Pour désigner leur candidat à la présidentielle, ils veulent un recentrage sur leur thématique. Oui, et d'ailleurs, c'était pas le choix de Valérie Pécresse, il faut le savoir quand même. Elle était plutôt en faveur d'une primaire beaucoup plus ouverte qui incluait les militants du centre. Finalement, ça n'est pas son envie qui l'a emporté. Ça sera donc bien un congrès. On se recentre sur le socle très droite pure, en fait, des militants LR. Et ça va contraindre un peu la candidature et la campagne de certains des candidats à ce congrès LR, puisque notamment Valérie Pécresse et Michel Barnier, qui sont un peu plus au centre sur l'échiquier, dans le curseur de la droite, ça les contraint effectivement à se recentrer sur ce qui est non seulement le corps électoral pur des Républicains, mais aussi évidemment les thématiques préférées de ce même corps électoral. Et parmi ces thématiques, il y a évidemment la question de la sécurité. Et donc c'est pour ça aussi que c'est sans doute pas anodin si dans la nuit, dans la soirée, en tout cas juste après les résultats de l'élection, juste après les résultats de cette consultation des Républicains, Valérie Pécresse a annoncé à quelques médias, sans prévenir encore une fois d'autres élus, qu'elle se rendait sur place. Et puis une autre interprétation qu'on peut tirer aussi de ce déplacement ce matin de la présidente de la région Île-de-France, c'est que alors que beaucoup imaginent qu'elle pourrait à la fin se rallier derrière Xavier Bertrand, qui aujourd'hui, selon les sondages, alors après on sait comment les sondages peuvent évoluer, mais qui est aujourd'hui en tout cas le mieux placé, le mieux à même de l'emporter de tous les candidats de droite, eh bien elle dément cette possibilité et elle dit que même si aujourd'hui on voit bien que c'est lui qui est en tête, eh bien elle n'a pas l'intention à ce stade de se ranger derrière lui. Elle poursuit sa propre campagne et son propre agenda et c'est ce qu'elle a fait ce matin. Merci Anne-Sora Dubois. Bonjour Daniel Fasquelle. Merci de répondre à nos questions cet après-midi. Vous êtes le maire Les Républicains du Touquet. Vous êtes aussi le trésorier des Républicains. Vous étiez plutôt pour l'organisation d'une primaire ouverte. Comment recevez-vous cette décision des adhérents hier ? J'étais effectivement plutôt favorable à une primaire ouverte, mais très franchement, voilà, je n'en faisais pas un cas, ni un casus belli. Je me range à l'avis des militants, qui a l'immense avantage, en fait, de nous avoir permis de trouver la procédure de départage que nous voulions, parce que l'inconvénient de la primaire ouverte, l'avantage, c'était qu'on mobilisait un plus grand nombre de Français. L'inconvénient, c'était que Xavier Bertrand ne voulait pas y participer. Par contre, un vote du Congrès, Xavier Bertrand a fait savoir via ses porte-paroles qu'il y participerait. Valérie Pécresse a fait savoir par elle-même qu'elle y participerait. Michel Barnier y participera également, bien évidemment, ainsi qu'Éric Ciotti et Philippe Juvin. Donc finalement, on a enfin la procédure de départage qui nous manquait. Ce sont les militants qui, le 4 décembre, choisiront le candidat, l'unique candidat de la droite et du centre. C'est donc finalement une bonne nouvelle et je me range tout à fait à l'avis des militants et à leur sagesse. Alors, Daniel Fasquelle, on rappelle que vous êtes trésorier des Républicains. Malgré la déroute de 2017, vous assurez avoir redressé les finances du parti, être en mesure de financer une nouvelle campagne électorale à hauteur, je crois, de 8 à 10 millions d'euros. Même si le ou la candidate de droite n'est pas contraint d'être encarté LR comme Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, pour eux, ce serait le pactole. Ils ne peuvent pas, finalement, faire sans le parti pour se présenter à la présidentielle. Alors, je ne fais pas que l'assurer, je peux vous le démontrer, chiffres. Oui, effectivement, on a remboursé 80% de la dette et on a les moyens de financer une campagne pour la présidentielle. On y travaille depuis 5 ans. C'est grâce aux militants, grâce aux élus qui ont cotisé, aux cadres aussi du parti qui ont consenti des efforts très importants et aux différentes directions que j'ai pu servir, que ce soit Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez ou Christian Jacob. Le parti est incontournable. Personne ne peut refaire ce qu'a fait Emmanuel Macron qui a court-circuité le Parti socialiste il y a 5 ans. Aucun candidat de droite ne peut gagner sans le soutien des Républicains. Alors évidemment, l'argent des Républicains, mais pas seulement nos militants, notre réseau d'élus. On est la première force militante et la première force d'élus du pays. Et donc, chacun le sait, c'est la raison pour laquelle Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ont accepté, bien qu'ils ne soient plus membres de notre parti politique, de se présenter et de demander le soutien du parti à l'occasion de ce congrès. Michel Barnier, lui, ou Philippe Juvin ou Éric Ciotti étant, eux, restés par contre dans notre famille. Alors, restez avec nous, Daniel Fasquelle. On va parler justement de ces candidats de droite. Donc, vous avez certains que vous avez cités pour certains. Ils participent cet après-midi à la journée du conservatisme à Asnières. Éric Ciotti, Philippe Juvin, Denis Père sont présents, mais pas de Valérie Pécresse. Elle a décliné l'invitation, ni de Michel Barnier pour souci d'agenda. Et il y a aussi cette image, Éric Zemmour, le polémiste, toujours pas candidat, toujours pas candidat à la présidentielle, mais qui a reçu un accueil chaleureux cet après-midi. Il intervient d'ailleurs actuellement pour 30 minutes de discours cet après-midi en tribune, contre 10 minutes seulement pour les candidats, eux, qui sont présents. Et comme tout à l'heure, l'invité d'Europe 1 ce matin, Éric Zemmour, a livré, on va l'écouter, son avis sur les LR, les Républicains.
On voit bien qu'est-ce que c'est que devenu LR. C'est un parti de notables centristes qui après prétendent que je ne partage pas leurs valeurs. Mais eux-mêmes, en quoi partagent-ils les valeurs du RPR et de la droite d'avant? Non, ils ont eux-mêmes trahi le général de Gaulle et même Georges Pompidou. Daniel Fasquelle, votre réaction quand vous entendez Éric Zemmour donc, qui tape, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les Républicains? Écoutez, moi, ça m'est complètement indifférent. Éric Zemmour ne partage pas nos idées, nos valeurs. Il cherche à nous caricaturer, il est dans la provocation, il va tout préexister médiatiquement, donc il veut qu'on réagisse. Moi, je n'ai pas à réagir aux propos d'Éric Zemmour. C'est un polémiste, c'est quelqu'un qui développe les théories complotistes du grand remplacement, c'est quelqu'un qui a déjà été condamné et qui risque d'être condamné à nouveau par la justice. Donc, moi, je n'ai que faire d'Éric Zemmour. Ce qui m'intéresse, ce sont les militants. Et peut-être un futur rival pour vous à la présidentielle, pour les Républicains. C'était surtout un rival pour Marine Le Pen. Regardez dans les sondages, on avait dit au départ qu'Éric Zemmour prendrait des voix à la fois au LR et au Rassemblement national. Il prend surtout des voix au Rassemblement national et il inquiète surtout Marine Le Pen. Il y a une chose qui m'a choqué tout à l'heure dans votre propos, quand on parle de la droite pure. Je ne sais pas ce que c'est que la droite pure et j'en ai un peu assez, très franchement, qu'on caricature les militants des Républicains. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites. Les Républicains, les militants des Républicains sont à l'image de la France. Ils partagent les préoccupations des Français et si le sujet de la sécurité est un sujet important pour eux, c'est un sujet pour tous les Français. D'ailleurs, ça ressort de toutes les enquêtes d'opinion. Personne ne peut nier aujourd'hui qu'il y a un problème de contrôle des flux migratoires, il y a un problème de sécurité. Et c'est d'ailleurs l'échec du président de la République qui essaye d'ailleurs de gommer cet échec s'agissant des sujets régaliens pour lesquels il est considéré comme étant très faible. Donc les militants des Républicains ne sont pas différents des autres Français. Enfin, je vous invite à venir les rencontrer comme je le fais, comme je l'ai encore fait ce week-end. Et quand ils expriment des préoccupations, ce sont tout simplement les préoccupations des Français. Et il ne reste pas un dernier carré de gens de droite et très très durs aux Républicains. C'est complètement faux. D'ailleurs, nous sommes maintenant plus de 80 000, nous serons bientôt, j'en suis certain, 100 000 militants. Ça fait de nous le premier parti de France en termes de militants. Et vous retrouvez chez nous toute la diversité des opinions et des profils des Français. Merci beaucoup, Daniel Fasquelle, d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. Merci beaucoup. Aux côtés de la majorité, le MoDem, lui, fait sa rentrée aujourd'hui à Guidel, dans le Morbihan. Stanislas Guerini, François Bayrou et le Premier ministre Jean Castex sont notamment présents. L'objectif, c'est d'unir le MoDem et la République En Marche sous une seule et même bannière pour présenter son candidat à la présidentielle. Julia Van Elst est sur place pour BFM TV. La République En Marche et le MoDem en pleine tractation pour tenter de créer un pôle centriste pour 2022. Un bateau a besoin de mâts et de quilles et c'est ça que nous construisons, a dit François Bayrou ce matin lors d'un discours ici à Guidel en présence du Premier ministre François Bayrou qui cherche ainsi à conserver son influence dans la majorité pour et après 2022. Alors quelle forme cela prendra? Est-ce que ce sera un parti, un mouvement, une confédération ou une coopérative, comme le souhaite le leader centriste? Pour le moment, rien n'est encore décidé, mais cette alliance LaREM-MoDem apparaît plus que jamais comme étant une nécessité pour Emmanuel Macron en vue de 2022. Écoutez son Premier ministre Jean Castex qui s'est exprimé tout à l'heure. Je revendique devant vous, je vous invite à revendiquer autour de vous que nous devons être le parti du rassemblement. Plus que jamais dans la crise, inlassablement, alors que des discours radicaux pourraient donner l'illusion d'apporter des solutions. Alors, allusion ou pas, Éric Zemmour, François Bayrou, lui, a été beaucoup plus direct dans son discours en parlant, je cite, d'obsession sur la radicalité et les prénoms. La radicalité, ça finit toujours mal, semble s'émouvoir le leader du MoDem à 7 mois de la présidentielle. Donc, on voit que le camp de la majorité est toujours sur la même stratégie, incarner le camp progressiste. L'actualité sanitaire à présent, J-4 avant l'imposition du pass sanitaire aux adolescents de 12 à 17 ans pour accéder aux espaces qu'ils demandent, par exemple les salles de sport, les cinémas, les restaurants ou encore pour certains au lycée. Oui, les 12-17 ans totalement vaccinés à 62%. Mais que pense-t-il de la mesure qui va les concerner? On voit ça avec Alice Brousse, Paul Biloquet et Witold Sani qui sont allés à leur rencontre.
À l'approche de la date butoir, les parents de Zoé n'ont pas hésité longtemps avant de faire vacciner leur ado. Zoé avait besoin de faire du sport, avait besoin de rencontrer ses amis et on l'a beaucoup empêché dernièrement de faire ça du fait de la pandémie. Pour certains parents, le choix était plus compliqué. Mon père, par contre-cœur, il m'a fait vacciner. Il a beaucoup stressé quand il a appris que du coup, pour aller à ma MFR, dans mon lycée, il fallait que obligatoirement je sois vaccinée. Des inquiétudes exprimées aussi chez les jeunes. Le recul est, je trouve, pas suffisant. On n'a pas vraiment le choix. Je peux comprendre qu'ils aient des inquiétudes, qu'ils ne sachent pas ce que ça va donner dans quelques années, mais je pense qu'il faut qu'on en passe par là pour s'en sortir de ce Covid. Dans ce centre de vaccination, 200 jeunes entre 12 et 17 ans ont reçu leur première dose. Une démarche avant tout motivée par un besoin de conserver une vie active, comme l'explique Sophie, la responsable du centre. Les enfants, les très jeunes, ils viennent vers la vaccination ils nous disent on veut faire nos activités sportives, nos sorties scolaires. Pour les adolescents à peine âgés de 12 ans au 30 septembre 2021, le gouvernement accorde un délai de 2 mois pour régulariser leur passe sanitaire. Et après le pass sanitaire, on va parler vaccination avec vous, Kelly Lafin, journaliste au service santé BFM TV. Kelly, on va voir qu'à Singapour, malgré une campagne vaccinale menée tambour battant, les contaminations repartent à la hausse. Oui, alors en effet, Singapour, c'est l'un des pays les plus vaccinés au monde. 84% de la population a reçu au moins une dose, 82% une vaccination complète. Et depuis un an, le Covid n'existait quasiment plus à Singapour. Quelques dizaines de cas par jour maximum. Et depuis fin août, on voit cette courbe qui est impressionnante, exponentielle, près de 1500 cas enregistrés par jour cette semaine. C'est du jamais vu dans ce pays qui compte 5,7 millions d'habitants depuis le début de la pandémie. Alors que s'est-il passé, Kelly? Ces contaminations viennent-elles de l'étranger? Eh bien non, quand on va sur le site du ministère de la Santé de Singapour, on voit que la très grande majorité des clusters sont internes au pays. Ils concernent des écoles, des entreprises, des dortoirs. Seuls 19 cas au total ont été importés par des voyageurs qui ont été isolés. L'explication pourrait donc plutôt venir de l'allègement des restrictions au mois d'août qui depuis ont été remises en vigueur. Par exemple, depuis le 19 août, il était possible de se regrouper sans masque au restaurant ou de se faire du sport en intérieur à 5 personnes contre 2 auparavant. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le variant Delta reste particulièrement contagieux. Or, Singapour est un pays qui enregistre l'une des plus fortes densités de population au monde. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant, Kelly, que le vaccin n'empêche pas une nouvelle vague épidémique? Eh bien non, le vaccin n'empêche pas forcément une nouvelle vague épidémique, c'est d'ailleurs ce qu'on avait vu en Israël. Et sur les réseaux sociaux, certains se servent de cet argument pour démontrer que les vaccins ne servent à rien. Par exemple, ce tweet hier de Florian Philippot qui parle de l'explosion de cas à Singapour et qui conclut que le tout vaccinal est un non-sens total. En réalité, le vaccin, certes, n'empêche pas les contaminations, mais il limite très largement le nombre de cas graves. Pour preuve, les chiffres du ministère de la Santé singapourien, sur toutes les personnes infectées ces 28 derniers jours, quasiment 98% n'ont eu aucun symptôme ou uniquement des symptômes légers. Seuls 0,2% ont eu besoin de soins intensifs et 0,1% sont décédés. En tout cas, c'est une situation qui interpelle alors qu'en France, on commence à voir l'épidémie derrière nous. Oui, parce que les modélisations de l'Institut Pasteur montrent bien qu'en France, les personnes les plus fragiles non vaccinées, par exemple les 13% de plus de 80 ans, pourraient peser fortement sur les hôpitaux en cas de nouvelle vague épidémique. La vigilance doit donc rester de mise, mais on ne va pas faire de catastrophisme. Un scénario optimiste est aussi possible. On regarde notamment attentivement la situation au Danemark. Vous savez qu'au Danemark, il y a 2 semaines, on a abandonné le masque et le pass sanitaire. Et on voit que pour l'instant, il n'y a pas de reprise épidémique dans le pays. Le nombre de nouveaux cas reste stable depuis mi-septembre. Merci beaucoup, Kelly Lafin, pour ces précisions. Allez, on parle sport à présent avec cette très très bonne nouvelle, on peut le dire, pour le cyclisme français, le sport. Magnifique. Alors cyclisme, donc Julien Alaphilippe qui est sacré champion du monde pour la 2e fois d'affilée. Thibaut Jean-Grande est avec nous d'RMC Sport. C'est forcément une performance monumentale pour le Français. C'est exceptionnel parce que c'était jamais arrivé dans l'histoire du cyclisme français. On en a eu quelques-uns, rarement d'ailleurs, des champions du monde. On se souvient de Luc Leblanc, de Laurent Brochard, des exploits de ci, de là. Mais 2 années de suite, c'est inédit pour le cyclisme français. On en a eu quelques étrangers, mais jamais ça nous était arrivé. Exceptionnel Alaphilippe. L'année dernière, à Imola, en Italie, il en avait fait son objectif principal. Il avait dédié cette victoire à son papa qui était décédé quelques semaines plus tôt. Il est devenu lui-même papa cette année.
années. Il a eu un petit garçon à qui il pourra dédier la victoire du jour en Belgique. Hein. Il a battu les Belges sur leur terre aujourd'hui. Exceptionnel à la Philippe. Van Aert, il n'est même pas sur le podium, décidément. On revoit les images. Il a placé en fait une attaque à 17 km, un peu plus de 17 km, et personne n'a pu le suivre. En fait, ce qui est énorme, c'est qu'il en a mis plusieurs. On l'a vu partir une première fois à plus de 50 km de la ligne d'arrivée. Ça a été une course incroyable. C'est plus de 250 km, les championnats du monde. C'est une course d'un jour, mais c'est peut-être la plus dure. C'est l'une des plus longues, en tout cas. Effectivement, c'est parti très tôt. Il a mis une première accélération à peu près 50 km de l'arrivée. Là, on se dit, qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Il a fait un premier écrémage et finalement, c'est revenu un petit peu derrière lui. Il y a une tactique d'équipe parce que vous savez que les championnats du monde, c'est les nations les unes contre les autres. Il avait les autres Français autour de lui. Il y a eu une bonne tactique d'équipe avec notamment Arnaud Desmarques, qu'on connaît bien, qui a énormément travaillé. Et puis, effectivement, à 17 km de l'arrivée, il en a remis une deuxième. Personne n'a pu le suivre et il a fait qu'augmenter son avance pour s'imposer avec plus de 30 secondes sur la ligne. Et Julien Alaphilippe qui devient donc le 7e coureur à conserver ainsi ce titre. Oui, il y a eu, on se souvient de Oscar Freire, notamment Peter Sagan. Alors c'est peut-être maintenant l'objectif. Sagan, ces dernières années, il l'a fait 3 fois de suite. Donc peut-être l'objectif l'année prochaine pour Julien Alaphilippe d'aller chercher une 3e fois ce maillot arc-en-ciel. Mais déjà, restons sur cette performance incroyable parce qu'en plus, il était attendu. On le savait que c'était son objectif. Les adversaires savaient qu'il était très fort. Et malgré ça, ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Monumental Alaphilippe. Et monumental équipe de France, faut l'associer aussi parce que c'est une victoire. Il a été le plus fort, mais c'est une victoire tactique qui a été magnifiquement menée par un homme qu'on connaît bien, Thomas Voeckler, qui est le sélectionneur de cette équipe de France et donc qui permet à Alaphilippe d'aller chercher une 2e fois le maillot arc-en-ciel. Merci beaucoup Thibaut. Julien Alaphilippe, donc champion du monde pour la 2e fois d'affilée. Bravo à notre Français. Tout de suite, votre chronique santé. Prenez soin de vous. Retrouvez votre programme en toute sérénité avec Noreca, complément alimentaire dédié à votre bien-être mental. Eureka, j'ai Noreca. À la une ce dimanche, comment réactiver les souvenirs ou plus globalement la mémoire? C'est bien sûr une question cruciale pour les 900 000 Français atteints par la maladie d'Alzheimer, mais aussi pour leurs proches. Et des dizaines de projets ont vu le jour grâce à des associations et parmi eux, le programme Cinémoire promu par France Alzheimer, un réseau qui regroupe une centaine d'associations départementales. Depuis 3 ans, un psychologue-chercheur à l'hôpital Broca à Paris se sert du cinéma comme outil avec ses patients. Alors, il s'agit en fait de séances où on alterne la projection d'extraits de films, 6 films, classiques ou modernes, et puis des échanges avec les différents participants. Mais ça commence même avant, parce qu'avant on parle du programme, on choisit le film, et puis même, on prend des tickets. Et à chaque séance, il y a 1 ou 2 animateurs pour poser des questions aux participants, stimuler leur mémoire, que ce soit avec le film, la musique, ou bien les acteurs, ou tout simplement grâce aux émotions des participants. Les souvenirs, en fait, ils se composent d'énormément d'éléments. Il y a le lieu où on était, il y a l'émotion qu'on a ressentie à ce moment-là, il y a les personnes avec qui on a pu partager, il y a les pensées qui se sont élaborées à ce moment-là. C'est tout ça qui va composer le souvenir. Et rentrer par le paramètre des émotions, ça va être une porte d'entrée assez magique en fait dans le souvenir et c'est ça qui peut réactiver la mémoire des gens. Selon ce psychologue, les effets sur les malades sont assez prometteurs. En activant les souvenirs, on a le sentiment qu'on améliore le comportement, qu'on diminue ces troubles du comportement et qu'on améliore la sociabilité. Et l'objectif est désormais de développer ce programme en EHPAD ou même dans des cinémas de quartier, car actuellement, seule une 50aine de personnes ont pu en bénéficier. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. Vous avez suivi votre programme en toute sérénité avec Noreca, complément alimentaire dédié à votre bien-être mental. Eureka, j'ai Noreca. 16h51, merci d'avoir suivi Non-Stop Weekend cet après-midi. Restez sur BFM TV. Dans quelques minutes, 7 jours BFM avec Ronald Guintrange. Bonne fin d'après-midi, à demain.